Alors, nous allons à présent passer à la notion de booléen, donc la notion de booléen sous la programmation, parce que lorsqu'on fait la programmation sous R, donc on peut être amené à un moment donné de chercher à savoir si une expression est vraie ou fausse. Donc, on peut faire des vérifications. Donc, comment est-ce que ça se passe, les opérations booléennes? C'est une expression donc qui peut être soit vraie ou alors fausse. Donc, les deux mots réservés utilisés sont sous R, true, false. Donc, nous allons le voir. Donc, par exemple, on peut mettre 10 supérieur, par exemple, à strictement à 9. Donc, ça, c'est une opération qui est vraie. Donc, si on sélectionne et qu'on exécute, donc, en cliquant sur Run là, on va voir dans la commande que c'est true qui s'affiche parce que c'est une opération qui est vraie. Donc, par contre, si à défaut de saisir 10 supérieur strictement à 9, on saisit 10 égale à 9, donc, et qu'on exécute, donc vous allez voir que le résultat sera plutôt contraire, donc ça sera à défaut de true, donc c'est plutôt la double égalité qui permet de matérialiser l'égalité. Donc si c'est la double égalité, c'est pour ça que vous voyez ce message d'erreur, error invalid, do set left hand side to assignment. Donc, pour pouvoir assigner une valeur, il faut la double égalité. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, on va sélectionner et puis exécuter. Donc, vous voyez dans là que le résultat, c'est false parce que, donc, effectivement, 10 est différent de 9. Alors, nous vous invitons à prendre part la 6e session de notre formation en économétrie et technique quantitative. Donc, qui aura lieu concomitamment en ligne et en présentiel du 6 au 14 mai 2023. Donc, qui aura au menu 3 principaux modules de la conception des questionnaires, des masques de saisie en utilisant CS Pro avec synchronisation avec Dropbox pour les saisies sur les dispositifs Android. Donc, nous allons également faire de l'analyse descriptive et inférentielle, et puis les tests hypothèses, et puis les régressions. Et nous allons terminer par l'économétrie avancée avec les modèles les plus avancés en économétrie sur les séries temporelles, modèles vectoriels, progressives, la correction d'erreurs, les modèles de panel. Et donc la formation va se tenir donc en utilisant les logiciels tels que CS Pro, SPSS-R, Stata et eViews. Donc vous pouvez avoir les contacts, donc sont là, donc vous pouvez nous contacter soit par WhatsApp ou par email, ou alors par le lien que nous allons mettre en description pour pouvoir vous inscrire directement à la formation. Et donc on se retrouve donc du 6 au 14 mai donc dans le cadre de cette formation. Après avoir vu les booléens, nous allons passer à l'algorithmique de façon globale, en commençant par si, donc if, else, donc voilà, donc si, sinon, donc voilà, donc c'est ça. Donc on va le faire à travers des exemples. Donc le if, donc le if est écrit donc avec le mot clé, la boucle si, donc est écrite en utilisant le mot réservé if. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre if, donc suivi de la condition, et entre les crochets, donc on va mettre les différentes actions à exécuter. Donc, on va le faire à travers cet exemple-ci, donc dans lequel on va affecter à A, donc on va affecter à A la valeur, disons 33, donc à la ligne, on va affecter à B, donc on va affecter à la variable B, donc la valeur 200, donc une valeur choisie comme ça, et puis donc on va écrire if, donc entre parenthèses, on va mettre la condition, donc si B supérieur à A, B supérieur à A, donc if B supérieur à A, donc lorsqu'on sort des parenthèses, on va ouvrir les accolades, donc Alt 4, donc on va cliquer sur Entrée à la ligne. Donc qu'est-ce qu'on va saisir à la ligne? On va saisir l'instruction. L'instruction ici, c'est par exemple d'afficher, donc en utilisant la fonction print qu'on a déjà vu, donc on en a parlé de long en large. Donc, et entre côtes, on va saisir n'est-ce pas, B est plus grand que A, donc B est plus grand que A. Voilà, donc ayant saisi cela, donc on est dans notre boucle, donc on va sélectionner et exécuter. Donc sélectionnons, on a affecté à la valeur 33, B la valeur, donc si cette condition-ci est vérifiée, donc la condition B supérieure à A, donc naturellement ce qui est effectivement le cas, donc vous allez voir que ce qui sera affiché, c'est que B est
plus grand que A. Donc, on va exécuter en cliquant sur Run. Donc, ici dans la console, donc, on voit donc que B est plus grand que A été effectivement affiché parce que la condition en question est vérifiée. Donc, après le si, donc il y a également le sinon qu'on peut utiliser si une condition est vérifiée. Donc on peut chercher à savoir sinon, donc l'autre condition a été vérifiée, donc c'est ce qu'on appelle le else if, donc sous R. Donc je l'ai saisi en commentaire. Donc maintenant, donc, on va voir également un exemple. Là on va affecter à la valeur 33, donc par la suite on va affecter à B toujours la valeur 200 comme tout à l'heure, donc la valeur 200. Donc qu'est-ce qu'on va dire maintenant si la condition, donc on va reproduire exactement la condition de tout à l'heure. Donc on va tout simplement recopier donc ce qu'on avait fait tout à l'heure, donc copier et coller là. Donc si la condition de tout à l'heure, donc si B est supérieur à A, donc on va afficher B est plus grand que A. Voilà, donc maintenant lorsqu'on sort de notre si, donc on va maintenant utiliser un else if. Donc maintenant sinon, si cette fois-ci A égale à B, A égale à B par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va ouvrir les accolades comme tout à l'heure. Donc, on va ouvrir nos accolades et aller à la ligne en cliquant sur la touche Entrée. Donc, et en fait, donc, qu'est-ce qu'on va afficher? Donc, en utilisant toujours notre fonction print, donc, on va afficher, donc, quel sera le résultat affiché? A et B sont égaux. Donc, voilà le résultat qui sera affiché, sera exécuté. Donc, si on exécute naturellement, donc, ici, donc, à défaut d'affecter à B la valeur 33, on va par exemple affecter à B également la valeur 33 également. Donc, si on affecte à B la valeur 33, vous allez voir que c'est, étant donné que c'est la deuxième condition qui est vérifiée, l'égalité, c'est-à-dire l'égalité, donc ce qui sera affiché, ce sera plutôt A et B sont égaux. Donc, je sélectionne et puis j'exécute. Donc, là, on va aller dans la console, voir que effectivement A et B sont égaux, a été effectivement affiché. Donc, passons maintenant à ce qu'on appelle les boucles imbriguées. Donc, les boucles imbriguées, qui sont les boucles qui sont à l'intérieur, qui contiennent à l'intérieur d'elles-mêmes d'autres boucles. Donc, voilà, donc c'est ça la notion de boucle imbriguée. Donc, c'est ça. On va voir un petit exemple dans lequel on aura une condition et à l'intérieur du si, donc il y aura une autre condition qu'on mettra à l'intérieur de la boucle, donc pour que vous puissiez comprendre. Donc on a un exemple ici, donc on va considérer une variable x, donc à laquelle on va associer, on va affecter la valeur 41. Donc on va affecter à notre variable x la valeur 41. Donc, une fois cela fait, donc lorsqu'on affecte à notre variable x la valeur 41, qu'est-ce qu'on fait? Donc, par la suite, donc pour pouvoir illustrer notre boucle imbriguée, maintenant on va utiliser notre condition si. Donc, si x est supérieur à 10, donc entre parenthèses, x supérieur à 10, strictement. Donc maintenant on va vérifier une première condition. Donc on va entrer dans les crochets pour mettre la condition, mais à l'intérieur de notre condition on aura une autre condition qui sera une condition additionnelle, donc qui sera imbriguée dans notre boucle si. Donc on va afficher d'abord dans un premier temps, donc si x est supérieur à 10, on va afficher d'abord que x est au-dessus de 10. Donc maintenant, il peut arriver que x soit supérieur à 10, donc et en plus de cela, x est supérieur à 20. Donc si en plus du fait que x est supérieur à 10, donc si en plus du fait que x est supérieur à 10, donc on va mettre là la condition. Vous voyez qu'on est toujours à l'intérieur de la boucle, donc on n'est pas encore sorti du crochet. Donc on va créer notre if. Donc si x cette fois-ci, on va mettre entre parenthèses, bien évidemment, comme toutes les instructions. Donc, si x est maintenant supérieur, non supérieur, donc x est supérieur strictement. Si x est supérieur à 20, donc
en plus du fait que x est supérieur à 10, si en plus de cela, x est supérieur à 20, donc on va ouvrir une nouvelle accolade pour un nouveau si qui est imbriqué dans l'ancien if, donc dans l'ancien si, puisque vous voyez que l'ancienne accolade de l'autre boucle, on n'est pas encore sorti de là, et on a une deuxième condition, si x est supérieur à 20, donc on va ajouter, donc on va imprimer cette valeur, donc on va afficher en utilisant la commande prime, donc en plus du fait que x est supérieur à 10, on va mettre quoi? Donc, on va mettre, mais pas en dessous de 20. Donc, x est au-dessus de 17, mais pas en dessous de 20. Donc, voilà la condition. Donc, si en plus du fait que x est supérieur à 10, x est supérieur à 20, on va ajouter la condition, mais pas en dessous de 20. Donc, on va sortir donc de notre boucle. Donc, si, donc au départ, la condition initiale de la boucle, c'est si x est supérieur à 10. Donc le else, donc ici, signifie que x est inférieur à 10. Donc else, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va... donc pour le moment, on ne va pas sortir de là. Donc, on ne va pas encore sortir de notre boucle. On est toujours dans notre boucle si. Donc, on n'est pas encore sorti de là. Donc, le else est ici à l'intérieur. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on va afficher? Donc, si la condition du haut, la condition x supérieur à 20 n'est pas vérifiée, donc else, donc on n'a pas besoin de préciser. Donc, sinon, on va ouvrir les accolades et comme on l'a coutumé. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre affiché, donc print. X, donc, mais pas en dessous de 20. Donc, tout à l'heure, on a dit x est au-dessus de 10, mais pas en dessous de 20, mais pas en dessous de 20. Mais maintenant, on va mettre quoi? Donc, si cette condition n'est pas vérifiée, qu'est-ce qu'on va mettre? On va dire que x, on va mettre et en dessous de 20. Donc, puisqu'on est toujours dans la première condition selon laquelle x est supérieur à 10, donc voilà les deux instructions. Il y a un if qui est imbriqué là avec son contraire. Donc, si x est supérieur à 10, donc on va entrer dans la boucle, donc on va afficher x est au-dessus de 10 d'abord dans un premier temps. Maintenant, l'imbrication, c'est les deux conditions avec deux cas possibles. Donc, si c'est supérieur à 10, soit il est supérieur à 20 ou alors il ne l'est pas. Donc, s'il est supérieur à 20, donc qu'est-ce qu'on va afficher? On va mettre mais pas au-dessus de 20. Sinon, donc c'est-à-dire s'il n'est pas inférieur à 10, donc à 20, donc inférieur à 20, donc toujours étant dans la condition x supérieur à 10, mais on va dire et en dessous de 20, donc sachant que x est supérieur à 20. Donc maintenant, par la suite, on va sortir de notre boucle maintenant. Donc, voici la fin de l'instruction x supérieur à 10. Donc, vous voyez que lorsque je sélectionne, là, il met en surbrillance la parenthèse ouvrante, le crochet, l'accolade ouvrante. Donc, pour dire qu'on est à la fin de notre boucle si x est supérieur à 20. Donc, maintenant, lorsqu'on sort de notre boucle si, donc x supérieur à 10, donc on va maintenant mettre l'instruction else. Donc, sinon, donc on va ouvrir l'accolade. Donc, à chaque fois qu'on veut faire une condition si, donc sinon, on va tout simplement lui demander d'afficher, donc d'afficher quoi? Donc d'afficher x est en dessous de 10, donc en dessous de 10. Donc ça, c'est la condition contraire de ce qui a été fait plus haut. Donc je crois que si on sélectionne entièrement notre boucle imbriquée, donc là, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc ayant sélectionné tel que c'est là, on va aller dans Run, donc on va afficher, donc voilà, donc x est au-dessus de 10, mais pas en dessous de 20. Donc c'est clair, donc parce que les valeurs qu'on a affectées à x c'est 40. Donc effectivement, 41 est supérieur à 10, mais pas en dessous de 20. Donc mais pas en dessous de 20. Donc ça veut dire qu'il est au-dessus de 20. Voilà, donc il est au-dessus de 10, mais pas en dessous de 20. Voilà, donc il a encore davantage grand que 20. Donc ce que ça signifie. Donc si on fait par exemple ça, donc si on met par exemple 9 ici, donc la seule chose qui sera affichée si on exécute, c'est que x est en dessous de 10. Donc on va exécuter voir, donc conformément à notre algorithme, on voit bien que ce qui s'affiche, c'est x est en dessous de 10. Voilà, donc par contre, si on met par exemple 15 là, donc qui correspond à la troisième condition, donc 15,
Donc, on sélectionne, voilà, donc tout ça, et puis on exécute en cliquant sur Run. Donc, vous voyez que là, il a affiché ces deux conditions, X est au-dessus de 10 et en dessous de 20. Voilà, donc notre algorithme que nous venons d'écrire en utilisant une boucle imbriguée, donc permet de pouvoir traduire ces différents cas de figure. On va regarder maintenant les opérateurs et ou, donc pour pouvoir faire la conjonction ou alors la disjonction d'expression. Donc la boucle, les conditions, les opérateurs et ou sont assez importantes pour pouvoir intervenir dans les boucles si, donc et plus tard dans les boucles tant que, qu'on va voir par après, et même dans les boucles pour, donc lorsqu'on veut itérer d'un niveau à un autre, d'un niveau jusqu'à un certain autre niveau. Donc, mais pour le moment, parlons des opérateurs. Donc ça sont des opérateurs, donc opérateurs et opérateurs et. Donc, je vais mettre en majuscule, donc, et ou. Donc, ces deux opérateurs-là sont très utiles. Donc, et, le et, donc, en programmation, en général, quel est le symbole qu'on utilise pour le et? Donc, c'est le et commercial, donc, qui est sur le clavier, donc, la touche 1 du clavier. Donc, le ou, en général, c'est la barre verticale. Donc, le ou sous R, c'est la barre verticale, donc, Alt 6. Donc, vous avez la barre verticale, une barre verticale comme celle-ci, vous permet de faire la conjonction de plusieurs propositions. Donc, à titre d'exemple, nous allons faire des exemples comme à l'accoutumée, donc pour illustrer notre boucle, pour illustrer ces deux opérations. Donc, nous allons commencer par affecter à A. Donc, nous allons commencer par affecter à A la valeur 200. Par la suite, nous allons affecter à la variable B, la valeur 33, donc comme on l'a fait plus haut, et on va affecter à une troisième variable C, la valeur 500 par exemple. Bon, juste à titre d'exemple. Maintenant, on va écrire une condition si, donc if, entre parenthèses, qu'est-ce qu'on va mettre? A supérieur à B, donc A supérieur strictement à B, et donc avec le et commercial, donc et n'est-ce pas C supérieur à A, C strictement supérieur à A. Donc voilà nos deux conditions. On va fermer la parenthèse. Donc qu'est-ce qu'on va mettre comme instruction? Donc, on ouvre les accolades. Donc, si A supérieur à B, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va cliquer sur Entrée. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre par après? Donc, si c'est le cas, donc on va afficher quelle valeur? Donc, on va afficher, donc on va la mettre entre côtes. Qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher les deux conditions sont vraies. Donc, on va mettre, on va fermer la côte là. Donc, on va sélectionner, donc, et puis exécuter. Donc, sur Run là. Donc, vous voyez que ce qui a été affiché, c'est effectivement les deux conditions sont vraies. Pourquoi? Parce que on a la condition qui est vérifiée. Donc, on a à la fois A supérieur à B et puis A et puis C supérieur à A. Donc, les deux conditions sont vérifiées. Donc, voilà le message qui s'affiche. Donc, on peut maintenant refaire notre exemple. Cette fois-ci, en utilisant plutôt la boucle OR, donc la boucle OU, l'instruction, autant pour moi, l'opérateur OU. Donc, on va mettre exactement les mêmes éléments. Donc, dans un premier temps, on va affecter à A, on va lui affecter la valeur 200, comme tout à l'heure. On va affecter à B, donc on va lui affecter la valeur 33 comme tout à l'heure, et puis par après on va affecter à C la valeur 500. Donc c'est à titre d'exemple. Maintenant on va écrire notre condition si, donc if entre parenthèses, qu'est-ce qu'on va mettre dans nos parenthèses? On va mettre dans notre parenthèse B supérieur à A, B, donc B supérieur à A, donc B est supérieur à A, donc ou alors A supérieur à B, A supérieur à B, donc et donc on va faire Alt 6, donc pour avoir la barre verticale. Donc si A supérieur à B et A supérieur à C, donc A strictement supérieur à C. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va
ouvrir nos accolades et puis par après, donc on va aller à la ligne. Donc qu'est-ce qu'on va saisir? On va saisir donc dans notre commande print. Donc on va afficher au moins une des conditions est vraie. Donc on va sélectionner et exécuter donc ceci doit être entre côtes. Donc, ce doit être entre côtes là. Donc, c'est ça. Donc, on va sélectionner et puis exécuter. Donc, voilà, dans run. Donc, dans notre code, il y a une parenthèse qu'on n'a pas sélectionnée, donc qui manquait. Donc, voilà. Donc, le résultat va s'afficher. Donc, en moins, bon, ça a été mal saisi. Donc, si vous voulez écrire au moins une des conditions est vraie. Donc, vous allez ainsi vu donc comment on peut utiliser les opérateurs et ou. Passons à présent à la boucle, la notion de boucle. Donc, de façon générale, disons qu'une boucle, un bloc de code, donc aussi longtemps que qu'une condition est vérifiée. Donc, c'est ce qui caractérise la notion de boucle. Donc, voilà. Donc, en termes de boucle, donc on a deux principaux types de boucle. Donc, commençons par la boucle tant que, donc while, donc tant que, donc plus connu sous le nom de, bon, en anglais, donc sous R, de toute façon, sur le mot réservé, while, donc qui est utilisé, donc while loop, donc pour pouvoir exécuter la boucle tant que, donc il convient déjà de signaler qu'avec la boucle tant que, donc on peut exécuter une série d'actions aussi longtemps qu'une condition est vraie. Donc on peut décider, n'est-ce pas, de pouvoir exécuter une action autant de fois que possible, quitte à ce qu'une condition soit vérifiée. Donc, on s'arrête évidemment lorsque la condition n'est pas vérifiée. Donc, pour illustrer la notion de boucle tant que, donc, nous allons procéder par des exemples comme on l'a coutumé. Donc, prenons ce cas où on incrémente une variable i, donc à laquelle on affecte, on initialise autant pour moi une variable i à laquelle on affecte la valeur 1. On initialise i à 1. Donc, par la suite, on va utiliser le mot réservé while, donc ou tant que la condition, donc while, donc en parenthèse, on va mettre notre condition, donc notre i doit être la condition strictement inférieure à 6, donc tant que nos i est strictement inférieur à 6, donc là maintenant on va ouvrir nos crochets, donc aller à la ligne pour saisir la réalisation. Donc après, donc si la condition, tant que la condition est vérifiée, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher donc la valeur du nombre, donc en utilisant la commande print, la fonction print. Donc on va afficher la valeur de i, donc et puis donc qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter donc en affectant à i donc la valeur i plus 1. On va affecter à i la valeur i plus 1. Donc voilà, donc avant de sortir de notre boucle, tout simplement, donc nous allons sélectionner exécuter. Donc vous allez voir, donc cliquer sur run. Donc on va aller dans la console. Donc, et vous voyez que effectivement les 5 valeurs, donc puisque notre condition c'est tant que on a initialisé à 1, donc et puis on va exécuter cela tant que on va afficher la valeur de i. Donc pour la première fois on affiche i égale à 1, donc et on passe à i égale à i plus 1. Donc à cette fois-là, donc la condition de fermeture de la boucle n'est pas encore vérifiée. Donc on va incrémenter jusqu'à ce que i prenne la valeur 5. Donc lorsqu'on sera à 5 et qu'on va incrémenter, on va tomber sur 6. Donc on va trouver une valeur de i qui est égale, donc supérieure ou égale à 6. Donc dans ce cas, on va sortir de notre boucle. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne la boucle-ci. Donc, à l'intérieur des boucles tant que, donc il y a un certain nombre de conditions qu'on peut utiliser, notamment les breaks. Dans les breaks, on peut utiliser les breaks. Et puis, en plus des breaks, on peut aussi utiliser les next. Donc, pour passer dans les breaks, c'est une condition qui permet, n'est-ce pas, de s'arrêter lorsqu'une certaine condition est vérifiée. Donc, lorsque la condition sera vérifiée, on va tout simplement s'arrêter. Donc,
pour les breaks. Donc, commençons par les breaks. Donc, à titre d'exemple, pour pouvoir illustrer les breaks dans une boucle tant que, donc on va prendre le même exemple que tout à l'heure. Donc, pour pouvoir illustrer cela. Le même exemple pour l'incrémentation. Donc, on va faire le break si certaines conditions est vérifiée. Voilà, donc on va copier ce qu'on a fait pour notre boucle précédente, dans notre boucle tant que simple. Donc, si à l'intérieur de cette boucle, on veut insérer une condition, un break, donc de telle sorte que si une valeur est vérifier. Donc après, par exemple, notre si, donc notre condition si i inférieur à 6, donc lorsqu'on est à l'intérieur, on affiche la valeur de on va afficher donc après avoir fait le break, donc c'est après avoir fait après s'être rassuré que le break n'est pas vérifié, donc on va afficher cette valeur-ci. Donc voilà, donc pour notre break, donc on va toujours presque faire les mêmes conditions que tout à l'heure. On va initialiser notre i, donc en lui affectant la valeur 1 comme tout à l'heure. Et puis par la suite, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc qu'est-ce qu'on va faire tant que i est strictement inférieur à 6, donc la condition entre parenthèses i, donc alt, voilà, donc i strictement inférieur à 6, donc tant que notre condition est vérifiée, donc on va ouvrir les accolades, donc aller à la ligne. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher donc la valeur on va afficher la valeur du i. Donc par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va passer au i suivant. On va affecter à i la valeur i plus 1, donc on va incrémenter. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre une deuxième condition. Donc, si c'est ça notre break, donc si i par exemple, donc on va mettre notre condition entre parenthèses, si i égale à 4, donc double égalité, 4, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va mettre une condition naturellement entre crochets, comme on l'a coutumé. Donc, on va aller à la ligne et puis on va taper notre condition break. Donc, ce qui va se passer, donc, c'est que lorsque il va prendre la valeur 4, on va s'arrêter. Donc, tout simplement, donc, à titre illustratif, on va sélectionner et puis cliquer sur Run. Donc, on va aller dans la console, voir ce qui se passe. Donc, vous voyez que il n'a affiché que les valeurs 1, 2 et 3. Donc, lorsque il a pris la valeur 2, donc, on s'est tout simplement arrêté. On a fait un break, bien que la condition générale qui est i supérieur, inférieur strictement à 6 n'était pas encore vérifiée. Donc, on a introduit un break dans notre boucle. Donc, de la même façon, on peut insérer une autre condition, un next, donc de telle sorte que si on prend une certaine valeur, donc on passe à la condition suivante. Donc, ce qui va se passer naturellement, c'est que la valeur concernée par le next ne sera pas tout simplement affichée. Donc, on va copier notre code précédent, donc pour le break, on va juste copier et puis coller. Donc ici dans le next, donc au niveau de la condition, donc on va, à défaut de mettre next, donc qu'est-ce qu'on va faire? À défaut de mettre next, à défaut de mettre break, donc on va tout simplement mettre next. Donc, on peut changer par exemple la condition ici par i égale à 3. Donc, si i égale à 3, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va passer tout simplement au suivant. Donc, ce qui va se passer, le résultat, c'est qu'il va afficher toutes les valeurs donc, dans cet intervalle, excepté la valeur i égale à 3. Donc, on va exécuter, donc run. Et puis, dans la console, vous voyez qu'effectivement, il a affiché toutes les valeurs. Donc, la différence ici, en fait, c'est que normalement, on doit afficher, donc pour que notre next marche normalement, il faut qu'on affiche la valeur après être sorti de notre condition, donc à l'extérieur de notre condition. Donc, sinon la valeur de 3 va s'afficher, la valeur 3 va s'afficher. Donc, pour que ça puisse marcher, notre condition next, donc il est important de mettre notre print, donc notre affichage après. Donc, on affiche la valeur du nombre après être sorti de notre boucle. Donc, on va sélectionner, exécuter, et donc dans la console, vous pouvez donc constater qu'il a affiché toutes les valeurs excepté la valeur 3. Donc la valeur 3. Donc évidemment la valeur 1 également ne sera pas affichée. Donc à défaut de mettre un print juste au début là, donc juste à défaut de mettre un print i, donc
Voilà, donc ici, pour que la valeur 1 puisse être affichée, donc il faut qu'on commence à 0, donc pour qu'il affiche toutes les valeurs, puisque l'affichage se fait après incrémentation. Donc il faut bien pouvoir tenir compte de cela, mettre initialisé à 0. Donc si on exécute, donc vous verrez donc que là maintenant, il va afficher toutes les valeurs de 1 à 6, donc jusqu'à excepter la valeur 3. Donc, alors, passons maintenant à la boucle for, dans la boucle pour, autant pour moi, dans la boucle pour, donc, qui est similaire à la boucle tant que, donc, à la différence que dans la boucle pour, on utilise une itération dans une suite, donc, dans une suite de nombres, donc, on va itérer, donc, on va faire des itérations jusqu'à ce que on parcourt toute la série, donc, toute la suite de nombres. Donc, à titre d'exemple, comme à l'accoutumée, on va prendre, par exemple, on va utiliser la condition for dans le for, donc on a déjà eu à utiliser par le passé, donc for x, donc dans le in, donc on dit pour i allant de 1, donc 2 points jusqu'à 10. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va sortir de notre parenthèse, ouvrir les accolades. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, à la ligne, on va tout simplement afficher la valeur de x, tout simplement. Donc, ça, c'est la boucle pour. Donc, on va le faire donc pour i allant de 1 à 10. Donc, vous voyez qu'il a affiché effectivement les nombres allant de 1 jusqu'à 10. Donc, voilà, donc ça peut se faire pour une suite de nombres, donc, mais on peut également l'appliquer à une liste. Donc, on va voir les listes beaucoup plus en avant. Donc, si on affecte par exemple à notre liste fruits, donc on lui affecte la valeur liste, donc on va créer une liste d'alphanumérique. Donc le premier élément de notre liste va par exemple s'appeler pomme, donc on va l'appeler pomme, virgule. Donc le deuxième élément de notre liste, comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler par exemple banane. Banane. Donc par la suite, le troisième élément de notre liste, on va l'appeler par exemple cerise. Voilà, donc on a la pomme, voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc par la suite, on va à notre liste demander d'afficher toutes les valeurs de notre liste qu'on vient de créer. Donc on va utiliser en plus on va utiliser la boucle si, donc pour x allant de, donc on va utiliser la même formule x in list. Donc, comme l'autre liste s'appelle comment? Elle s'appelle fruit. Donc, on vient de créer pour liste, pour x in fruit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ouvre les accolades pour mettre notre instruction. L'instruction, bien évidemment, c'est que on affiche la valeur de x. Donc, si x appartient à la liste, donc voilà, donc on va sélectionner, donc exécuter. Donc, par la suite, dans la console, vous voyez qu'effectivement, la liste affichée dans les différents noms, pommes, bananes, cerises. Et donc, vous l'avez certainement deviné, comme dans le cas de la boucle tant que, on peut utiliser les instructions break et puis les instructions next. Donc, les instructions break permettront d'afficher tous les éléments de la liste, sauf l'élément qu'on va spécifier. Donc, ou alors next. Donc, on va afficher lorsqu'on va trouver l'élément, voilà. Donc, le break donc permet de s'arrêter lorsqu'on trouve l'élément, et le next donc va permettre tout simplement d'afficher tous les éléments, sauf l'élément qu'on aura spécifié. Donc, commençons d'abord par le break dans la boucle for, dans la boucle pour. Donc, si vous voulez, commençons par le break avant de passer au next. Donc, pour vous illustrer le break, donc on va prendre un exemple. Donc on va toujours affecter à notre liste donc la valeur. Donc, on va maintenir notre liste. Donc, on va ayant déjà fait l'affectation, donc on va maintenir notre liste telle qu'elle a été maintenue tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire donc on peut même utiliser la même fonction de tout à l'heure. Donc, à la seule différence qu'on va ajouter une condition. Donc, j'ai coupé, donc je vais recoller. Donc, je vais aller dans mon break. Donc, je vais coller l'instruction. Donc, je n'ai plus besoin d'affecter
une valeur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais dire pour i dans la liste des fruits. Donc, on va mettre à l'intérieur de notre condition, donc notre break, donc on va lui dire si, donc si, donc à l'intérieur de notre condition, avant de passer, avant de faire le break, si, donc if, donc on va ouvrir l'accolade, donc notre condition c'est quoi? Donc si x par exemple égale banane, donc par exemple, donc on va mettre entre quotes bien évidemment banane. Bon, tel que c'est écrit dans le nom de la liste, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tant que si x est égal à banane, donc on va sortir et puis on va faire un break. Donc, si x est égal à banane, donc la condition n'est pas entre crottes, donc elle est entre parenthèses. Donc, on va ouvrir les parenthèses, donc on va mettre notre condition en parenthèse, donc c'est une erreur. Donc c'est après la condition maintenant qu'on va mettre l'instruction entre côtes. Donc si notre condition est si notre x est égal à banane, qu'est-ce qu'on va faire? Donc pour x dans la liste des fruits, si x est égal à donc notre condition, on va la mettre entre crochets. Donc, entre accolades, donc on va aller à la ligne, donc je vais supprimer la virgule là. Donc, aller à la ligne, donc qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un break tout simplement, break. On va mettre un break, donc notre condition break. Et puis donc, voilà, donc on va imprimer, mais on va afficher, donc en utilisant notre commande print, dans notre fonction print, après être sorti de notre break. Donc, on va afficher la valeur de x, donc on va exécuter pour voir, donc run. Et vous voyez donc, il a affiché pomme, donc dès qu'il a trouvé banane, donc il s'est tout simplement arrêté. Donc, la seule valeur qui a été affichée, c'est celle de pomme, puisque on a utilisé la condition break. Donc, on lui a dit dès que tu trouves la banane, tu t'arrêtes. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, de la même façon qu'on l'a fait pour le break, on peut le faire pour le next, qui va juste mettre toutes les valeurs sauf la valeur banane. Donc, autrement dit, dans notre cas, donc il va afficher la valeur, en plus d'afficher la pomme, il va sauter la valeur banane et afficher également la valeur cerise. Donc, on va faire la même chose pour le next. Donc, on va bien évidemment on va copier la même commande. Donc, on va copier le même code et on va juste changer l'instruction break en next pour que vous voyez. Donc, on va changer notre break en next. Donc, next. On va changer notre break en next. Donc, et puis, vous allez voir que le résultat donc sera ce que nous avons prédit. Donc, on va exécuter et puis notre liste de temps est déclarée. Voilà, donc il va afficher pomme, donc il va pas afficher banane parce qu'on a affiché un next. Donc, on lui a dit donc si tu trouves banane, tu passes directement au suivant. Donc, si on avait une longue liste, donc on devait afficher toutes les valeurs de la liste, sauf la valeur qu'on aura spécifiée. Donc, on l'a fait pour une liste de 3 éléments. Donc, les instructions break et next s'appliquent tant pour les boucles tant que pour les boucles pour. Voilà, donc il faut également noter qu'on peut combiner les conditions si, sinon, et puis la boucle pour. Et donc, à titre d'exemple, nous allons prendre ND, donc, et puis, donc on va écrire une instruction dans un code sous R qui permet, n'est-ce pas, d'afficher, par exemple, chaîne, donc le numéro du D, donc on va lancer un D, donc si la valeur est 6, donc par exemple, on va dire qu'il y a chaîne, par exemple, ou alors si la valeur du D est différent de 6, donc on va afficher, donc il n'y a pas de chaîne. Donc, ce qu'on va faire, donc on va définir notre D, donc on va l'appeler D, donc on va affecter à notre D la valeur, la chaîne, donc le nombre allant de 1 jusqu'à 6.
Donc, de 1 à 6, donc, ce qu'on va appeler D. Donc, on va voir plus tard qu'il s'agit d'un vecteur. Donc, c'est une série de nombres, une suite de nombres. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire pour X dans la liste, dans notre série, dans notre suite de nombres, pour X in D. Donc, pour X in D. Donc, on va maintenant mettre notre condition à l'intérieur de notre condition. Donc, on va dans la ligne. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si, donc, on va combiner le si et for. Donc, on va mettre une condition à l'intérieur de notre for. Donc, si notre x, donc la condition, c'est que x soit égal à 6. Si x égale à 6, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va mettre une instruction à l'intérieur. Donc, si x égale à 6, donc on va sortir d'abord de notre parenthèse. Donc, si x égale à 6, quelle sera la condition entre accolades? Donc, on va afficher, qu'est-ce qu'on va écrire? On va afficher à l'écran. Donc, on va utiliser la fonction paste. Donc, on a déjà vu qui permet de concaténer donc plusieurs éléments. Donc, paste. Donc, on va écrire entre côtes. On va concaténer quoi? Le D, le numéro du D. Donc, le numéro du D. Donc, on va mettre la virgule. On sort de la côte. On va mettre virgule. Dans le numéro de D, R. Donc, on va mettre R. Donc, dans le virgule. Donc, on va mettre le deuxième élément de la concaténation. Donc, c'est le X. Donc, la valeur qu'affiche le D. Donc, et puis, virgule, on va mettre chaîne. Donc, chaîne, si par exemple c'est 6, donc on va mettre chaîne. Chaîne. Voilà, c'est ça. Donc, si c'est égal à X, à 6, donc on va dire que le numéro de D est 6, donc chaîne. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, else. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va mettre la condition à l'intérieur de nos accolades. Donc, sinon, à la ligne, on va plutôt afficher donc print. Donc, en disant là, comment on va également utiliser la fonction paste donc pour concaténer. Paste, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va paste le D, donc le numéro du D est donc on sort de la côte. Le deuxième élément de la à concaténer, c'est X, virgule. Donc, le troisième année, donc ça doit être entre côtes, donc chaîne, plus haut là. Donc, ici également, on va mettre entre côtes, pas de chaîne. Voilà, donc on va par exemple affecter à notre X au départ. Donc, puisque pour que notre code marche, il faut qu'on affecte à X une certaine valeur. Voilà, donc on va pas affecter à X de valeur, on va juste exécuter. Donc, on va prendre le D dans cette suite de nombres. Donc, à chaque fois pour 1 égale à 6, on va afficher 6 concaténations de chaînes de caractères qui seront, selon le cas, X est égal à chaîne, le numéro de D est chaîne, ou bien le numéro de D n'est pas chaîne. Donc, selon la réalisation, donc, il y aura une seule valeur de chaîne. Donc, bien évidemment, lorsqu'on va aller de 1 à 6, on va exécuter et donc, dans la console, vous voyez qu'effectivement, on a une error in paste. Le numéro du DR, donc virgule, pas de chaîne, donc pour not find function paste. Pour not find function paste. Donc paste s'écrit avec un E à la fin, je crois. Non, c'est ça. Donc E, paste. Voilà, c'est bien ça. Donc paste. Donc je crois qu'on va exécuter cette fois-ci. Donc ça va marcher. Donc exécuter. Donc, vous voyez qu'effectivement, on a affiché les 6 cas possibles. Donc, le numéro du D est 1, pas de chaîne. Le numéro de D est 2, pas de chaîne. 3, 4, 5, pas de chaîne. Donc, lorsqu'on a 6, donc chaîne. Donc, vous voyez que voilà, dans notre instruction, donc qui permet d'afficher si on a chaîne ou pas. Donc, en fonction du numéro que le D donne. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de la combinaison de la condition si et de la boucle for, la boucle pour. Donc lorsqu'on reste dans les boucles pour, donc on peut également parler de boucle imbriquée pour la boucle pour. Donc une boucle imbriquée, donc on va mettre à l'intérieur d'une boucle pour une autre instruction pour, donc à l'intérieur du bout qui sera contenue dans la première. Donc on va également illustrer comme d'habitude par un exemple
exemple, donc cette notion de boucle for imbrigué, donc imbrigué. Donc, comment est-ce que ça se passe? Donc, on va prendre à titre d'exemple, donc on va permettre d'afficher des adjectifs de chacun des fruits donc qui sont dans la liste, dans les adjectifs. Donc, je prends par exemple une liste d'adjectifs, par exemple rouge, grand, délicieux. Donc, on va mettre dans la liste, c'est ça la liste des adjectifs. Donc, on va mettre dans la liste des fruits. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la liste des fruits? On va mettre par exemple ananas, banane et puis cerise. Donc, et puis on va dire on va écrire un code qui, étant donné la liste des adjectifs, va associer à l'adjectif chacun des fruits. Donc, on va voir, donc pour illustrer la boucle imbriguée, donc on va affecter à la liste des adjectifs. Donc, ADJ, donc on va sous-entendre que c'est adjectif. Donc, on va affecter à ADJ la liste. Bon, une des listes qu'on a déjà eu à utiliser, mais on va prendre rouge, donc rouge dans la liste, rouge comme premier élément de la liste des adjectifs. Donc le deuxième élément c'est grand, toujours entre côtes, grand. Par la suite, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre liste? On va mettre dans notre liste cerise. On va mettre dans notre liste cerise. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va affecter à notre liste de fruits. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre liste de fruits? On va mettre dans notre liste de fruits. Donc, on va également créer une nouvelle liste. Donc, on a créé la liste de fruits, mais bon, donc c'est la même liste qu'on a créée plus haut là. Donc, notre liste de fruits, donc la voici, donc la liste pomme, banane, cerise, donc on va la réutiliser là. Voilà, donc on a notre liste de fruits, notre liste d'adjectifs qui est là. Donc on va utiliser notre boucle pour. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc pour notre x, valeur de x, notre variable x dans la liste des fruits, dans la liste des adjectifs, autant pour moi. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc lorsqu'on est à l'intérieur de la liste des adjectifs, on va mettre l'instruction donc entre accolades. Donc à l'intérieur de cette boucle, on va mettre une autre boucle. Donc étant donné l'adjectif, lorsqu'on va choisir l'adjectif, on va maintenant parcourir la liste des fruits. Donc par la suite, donc pour y fruits, dans la liste des fruits qu'on vient de créer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va maintenant mettre une instruction qui est cette fois-ci à l'intérieur d'une boucle d'une instruction. On va afficher donc, en utilisant la fonction print, on va afficher quoi? Y. On va utiliser une fois de plus la fonction paste donc pour concaténer. Donc on va concaténer quoi? Donc on va concaténer x virgule y, donc x virgule y, on va concaténer l'adjectif et puis le fruit. Donc vous allez voir qu'il va afficher tous ces différents éléments là. Donc on va sélectionner toutes les combinaisons possibles d'adjectifs et de fruits. Donc on va sélectionner, exécuter, et donc vous voyez bien dans la console qu'on a rouge pomme, rouge banane. Voilà, donc on aurait dû inverser. Donc on va yx, donc y là, et puis x pour que ça affiche dans un ordre qui ait un sens. Donc on va tout simplement, donc on n'a plus besoin d'affecter, on a déjà fait. Donc pour i allant de e, donc on va exécuter. Donc qu'est-ce qui va s'afficher? Donc il va s'afficher à l'écran pomme rouge, banane rouge, cerise rouge, pomme grand. Donc il y a également l'adjectif grand. Donc il y a le rouge, il y a le grand et puis la cerise. Ok, donc c'est bon. Donc voilà, donc c'est le résultat. Donc on peut avoir en faisant la boucle imbriguée, donc utilisant la liste des fruits. Alors donc passons maintenant à la notion de fonction. Donc la notion de fonction qui n'est rien d'autre qu'un bloc d'instructions, donc qui ne peuvent être exécutés que si on les appelle. Donc, si on demande à R de pouvoir l'utiliser, donc on peut exécuter cette suite, ce bloc d'instructions que lorsqu'on en demande, lorsqu'on en fait la demande, et puis les fonctions peuvent avoir en données en entrée, que ce soit les données donc comme paramètres,
Donc, on met à l'intérieur de la fonction des paramètres et puis la fonction retourne des données, donc comme résultat. Donc là, le mot utilisé, donc pour pouvoir utiliser une fonction sur R, c'est le mot réservé, function comme fonction en anglais. Donc, pour pouvoir créer, par exemple, nous allons créer par exemple notre première fonction que nous allons appeler my-function. Donc, nous allons appeler my-function à qui on va affecter. Donc, on va utiliser le même symbole d'affectation qu'on utilise depuis toujours. Donc, entre parenthèses. Donc, pour le moment, on va pas mettre d'argument. Donc, on va utiliser une fonction sans argument. Donc, on va mettre des instructions de notre fonction entre accolades. Donc, on va tout simplement demander à notre fonction, lorsqu'on va l'appeler, donc sans argument, bien sûr, d'afficher la valeur hello monde. Donc, on va mettre ça entre côtes. Hello monde. On va lui demander d'afficher hello monde. Donc, on va exécuter notre fonction. On va sélectionner et exécuter. Donc run, donc on clique sur run. Voilà, lorsqu'on le fait, donc voilà, donc on vient d'exécuter notre fonction. Si on va à droite au niveau de l'environnement, vous verrez que notre fonction a bel et bien été implémentée là dans notre fonction. Donc ça c'est l'historique. Donc on peut venir là dans l'environnement. Et puis, donc, vous verrez qu'il y aura une nouvelle fonction qui aura été créée et qui va s'afficher là. Donc, voilà notre fonction, toutes les actions que nous avons faites, en plus de notre fonction qui s'appelle myFunction. Donc, on peut maintenant l'appeler. Donc, pour pouvoir, n'est-ce pas, appeler notre fonction, donc, après l'avoir créé, donc on va tout simplement y mettre des arguments. Donc on va faire par exemple myFunction, my-8 function. Donc il faut bien se rassurer que c'est le même nom qu'on a attribué tout à l'heure, donc pour que ça puisse le reconnaître. Donc si on met un nom inexact, myFunction, en parenthèse, on va pas mettre d'argument puisque notre fonction dès le départ a été définie sans argument. Donc on va exécuter tout simplement, donc sélectionner ceci et puis exécuter. Donc dans la console, on peut voir afficher hello world puisqu'on a demandé à notre fonction d'afficher un certain nombre, enfin d'afficher juste hello world lorsqu'on l'appelle. Donc maintenant, il faut savoir que lorsqu'on déclare une fonction, donc on peut insérer un certain nombre d'arguments. Un argument qui peuvent être des données, donc des informations qui doivent être passées à la fonction de telle sorte qu'elle donne à la sortie un certain nombre d'autres informations. Donc à titre illustratif, nous allons construire une autre fonction. Donc on peut lui attribuer le même nom. Bon, lorsqu'on attribue le même nom, naturellement, il va effacer, donc il va retourner dans la nouvelle valeur qu'on lui aura définie lorsqu'on aura exécuté notre fonction. Donc, on va toujours l'appeler myFunction. Donc, il va, étant donné le prénom donc qu'on va entrer, donner le nom et le prénom. Donc, un nom fixe, donc on va lui attribuer un nom fixe, donc un nom, et puis il va afficher une série de noms, donc qui sera l'association du nom et du prénom. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va affecter à notre myFunction. On va lui affecter quelle valeur. Donc on va affectation. Donc on va affecter à notre function. Donc on va mettre cette fois-ci un argument. Donc en parenthèse, on va l'appeler par exemple f non. Non. Comme ça. Donc voilà l'argument qu'on va entrer. Donc il sera par exemple un nom. Donc on va afficher une suite de prénoms. Donc notre fonction va concaténer. Donc utiliser la fonction paste. Donc pour pouvoir concaténer le prénom et le nom pour avoir voilà peut-être le nom de famille. Donc on va appeler f nom. Concaténer f nom virgule et puis peut-être un autre nom qu'on va appeler par exemple Chio. Donc voilà, donc on va concaténer le f nom et Chio. Donc par exemple, donc si on appelle un myFunction là,
Donc, si on va exécuter d'abord les instructions, ces instructions doivent être accolades, bien évidemment. Donc, après avoir fait ceci, donc on ouvre l'accolade, donc on ouvre là, on va à la ligne et puis on entre l'instruction donc de la fonction. Donc, on va sélectionner et exécuter, donc en cliquant sur Run. Donc ça a été bien exécuté tel qu'on le voit dans la console. Et puis si on va dans l'environnement, on verra bel et bien que notre fonction prend comme paramètre f non, donc c'est la nouvelle fonction f my function qui a écrasé l'ancienne. Donc on va l'appeler donc en utilisant le paramètre. Donc on va appeler my function. On va entrer par exemple quel paramètre. On va entrer par exemple le paramètre Peter. Donc lorsqu'on entre le paramètre, il va concaténer Peter et puis Chio, donc pour donner le nom de famille. Donc lorsqu'on l'appelle, qu'est-ce qu'il affiche? Peter Chio. Donc lorsqu'on entre comme paramètre Peter, donc on peut entrer comme paramètre en défaut de Peter, on peut mettre par exemple Loïs. Donc par exemple, donc lorsqu'on exécute là, voilà, donc vous allez voir là Loïs Chio, bien évidemment. Donc on peut également mettre n'importe quel paramètre. Donc on peut mettre du blablabla là, on peut mettre n'importe quoi là. Donc vous voyez que ça va nous retourner n'importe quoi et puis notre argument qui n'est rien d'autre que Chio. Donc vous voyez donc comment est-ce qu'on peut créer une fonction et comment est-ce qu'on peut l'appeler. Donc ça sont des cas simples, bien évidemment. Donc, vous pouvez utiliser que ce soit des formules mathématiques compliquées, que ce soit à défaut d'utiliser un seul paramètre, plusieurs paramètres. Vous pouvez entrer plusieurs paramètres dans la fonction. Donc, une fonction peut prendre 2, 3, 4, 5, 6 arguments et plus. Donc, et retourner une ou plusieurs valeurs donc, en fonction de votre nécessité. Voilà, donc passons à présent à la notion de vecteur. Donc, la notion de vecteur, donc qui n'est rien d'autre qu'une liste d'éléments ayant le même type. Donc, pour pouvoir combiner une liste, donc on va utiliser, donc pour pouvoir créer un vecteur. Donc, pour pouvoir créer un vecteur sous R, on va utiliser donc la fonction C, donc C entre parenthèses et puis les arguments donc du vecteur. Donc à l'intérieur, on va séparer les différents éléments du vecteur par des virgules. Donc évidemment, comme on a dit, les éléments doivent être du même type, donc on va prendre tout de suite des exemples. Donc la fonction C donc permet de définir les éléments du vecteur. Donc comme exemple, on va tout simplement définir par exemple un vecteur, donc comme on a déjà eu à définir d'une manière différente, le fruit. Le vecteur fruit tout à l'heure qu'on a défini en utilisant la liste. On va affecter à fruit quelle valeur, donc on va affecter la valeur. Donc on va utiliser la fonction C, donc on va utiliser C donc entre côtes, on va mettre banane, donc deuxième élément, donc après être sorti de la faute, deuxième élément séparé de la virgule, on va appeler pomme. Par la suite, donc le dernier élément de notre vecteur va s'appeler orange. Donc c'est un vecteur de fruits. Donc assurez-vous qu'un vecteur contient les éléments de la même nature. Donc voilà notre vecteur qu'on vient de créer. Donc le fruit orange donc apparaît. Donc il reconnaît l'orange. Donc on va exécuter. Donc ça a été exécuté avec succès. Donc on peut par exemple lui demander d'afficher, donc en utilisant la fonction print, donc afficher fruit. Donc si on lui demande d'afficher fruit, tout simplement il va afficher l'élément qu'on lui a demandé dans run. Donc allons dans la console et vous voyez qu'il a bien évidemment affiché le vecteur donc sur les trois éléments. Banane, pomme et puis orange. Donc notre vecteur de fruits a été généré. Donc comme autre exemple, donc on peut prendre par exemple un vecteur de nombre. Donc on peut définir un autre vecteur qui va s'appeler par exemple nombre. Un vecteur de nombre à qui on va affecter, n'est-ce pas, les valeurs
C, donc la fonction C, donc on va prendre les valeurs 1,2, 3 par exemple. Donc on va créer notre fonction donc en utilisant cette spécification-là. Donc, on va créer un nombre, un vecteur de nombre. Donc, on peut également, donc voilà dans la console que ça a été exécuté. Et puis, on peut utiliser la fonction print, donc pour pouvoir afficher notre nombre, notre vecteur de nombre. Donc, on va exécuter et puis voilà. Donc, vous voyez que là, donc, il affiche des nombres entre 1 et 3. Donc, en plus de cela, donc, on peut, par exemple, utiliser une autre spécification. Une autre façon de faire serait, par exemple, d'affecter à notre vecteur nombre. Plutôt, par exemple, on va dire, donc on va l'affecter, donc affectation 1 jusqu'à 10. 1, 2 points, 10. Donc, il comprendra que en fait, on lui demande d'afficher les nombres de 1 à 10, donc on peut exécuter. Donc, ça a été exécuté avec succès. On peut utiliser la commande print également, donc pour afficher le nombre. On peut utiliser le print et puis il va afficher une liste, un vecteur constitué de 10 éléments, 1, 2, 3 jusqu'à 10. Donc, vous voyez comment est-ce qu'on a créé notre vecteur. Donc, on peut également utiliser, par exemple, un dernier cas de figure. Donc, pouvoir spécifier notre nombre. Donc, on peut lui affecter cette valeur-ci dans le nombre. Donc, décimaux. Donc, on peut prendre des nombres avec des décimaux. Donc, 1,5, 2 points jusqu'à combien? Jusqu'à 6,5. Donc, il comprendra tout simplement qu'il va afficher des nombres de 1,5 jusqu'à 6,5 en incrémentant au fur et à mesure. Il va s'arrêter lorsque on va déborder l'intervalle. Donc, de la même façon, on peut afficher pour que vous voyez donc à quoi ça ressemble. Donc, on va afficher notre nombre là. Donc, et vous voyez que ça va afficher un vecteur donc avec des nombres décimaux incrémentés de 1, donc 1,5, 2,5 jusqu'à 6,5. Donc, lorsque vous le faites, il comprendra bien évidemment ce que vous êtes en train de faire. Donc, un dernier cas de figure, c'est qu'on peut affecter un vecteur qui comprend par exemple des booléens, donc une notion qu'on a déjà vue. Donc, ce qu'on appelle les log value. Donc, on va affecter un vecteur, par exemple, on va appeler log value, auquel on va associer, donc on va affecter par exemple les valeurs booléennes. Donc, en utilisant le C, donc la fonction C, donc de R, donc qui permet de combiner donc plusieurs éléments. Donc, pour construire un vecteur, donc on va appeler le premier élément true. Deuxième élément, par exemple, sera false. Donc, on comprend que ce sont des booléens. Le troisième élément, donc il va s'appeler true. Donc, et enfin, le dernier élément, il peut aussi s'appeler true, par exemple. Donc, il comprendra évidemment que c'est un vecteur de booléen. Donc, on va exécuter. Et donc, exécution faite avec succès. On peut également appeler notre vecteur, donc afficher, donc en utilisant la commande print. Donc, on utilise la commande print pour affecter notre log value, donc qui est là. Donc, on va exécuter tout simplement. Et donc, vous voyez comment il affiche nos vecteurs true, false et autres. Voilà donc de façon simple comment est-ce qu'on peut définir un vecteur. Donc on peut faire un certain nombre d'opérations sur le vecteur, comme par exemple trouver sa longueur d'un vecteur, donc en utilisant la fonction qu'on a déjà vue, la fonction length, donc permet de voir la longueur du vecteur. Donc on va par exemple prendre la longueur du vecteur log value, donc le vecteur qu'on a appelé log value, on va sélectionner et puis exécuter for length log value could not find function length. Donc je crois que il y a un G là qui manque dans notre fonction length.
Je crois que c'est ça. Oui, donc je vais sélectionner et puis exécuter là. Donc, vous voyez que effectivement, il affiche 4 comme longueur de notre vecteur. Donc effectivement, c'est notre vecteur de booléen. Donc il y a 4 éléments. Donc sa longueur est bel et bien 4. Donc, en plus de trouver la longueur d'un vecteur, on peut, n'est-ce pas, trier le vecteur, donc trier les items de notre vecteur par ordre alphabétique. Donc, lorsqu'on utilise la fonction sort, par exemple, un vecteur qui est par exemple conçu de fruits, donc il va classer dans l'ordre alphabétique les fruits qu'on a définis plus haut là. Donc si on utilise la fonction sort, donc on va exécuter là. Donc alors, cliquer notre fonction sort, donc vous voyez qu'il a rangé banane, orange, pomme. Donc c'est dans l'ordre alphabétique, bien évidemment. Donc on peut également utiliser donc cette fonction là au nombre, donc il devra les classer dans un certain nombre. Donc pour pouvoir classer, si on a une séquence il y a également les fonctions pour les séquences. Donc pour prendre une séquence du plus grand ou alors du plus petit, donc de la séquence, donc utiliser la fonction sec, donc pour SEQ, donc on va utiliser la fonction séquence, donc vous voyez, dans séquence, donc on va utiliser ça, donc la séquence, donc on va aller from 0, donc from 0, from equal 0, donc on va aller de 0 jusqu'à tout égale 100 dans notre séquence. Donc par combien, donc on va mettre by égale 20, donc par 20, donc on va définir notre séquence comme ça. Donc on peut définir une séquence de nombres comme ceci. Donc voilà, donc vous voyez que notre séquence a été définie 0, 20, 20, 40, 60, donc séquence de 0 à 20 par 20. Donc vous voyez comment est-ce qu'on peut définir des listes, des vecteurs. Donc de la même façon qu'on définit les vecteurs, donc on l'a déjà vu, on peut définir une liste, donc une liste à partir peut-être de la concaténation d'un certain nombre d'éléments qui en général sont des alphas numériques. Donc on peut définir par exemple on a défini une liste de fruits en utilisant la commande liste fruits par exemple. Donc on affecte la valeur liste dans les listes comme ça. Donc on va mettre juste le nom des fruits, pomme, virgule. Donc après la pomme, qu'est-ce qu'on a? On a la banane. On a la banane. Donc par la suite, qu'est-ce qu'on a après la banane? On a la cerise. On a la cerise, donc voilà, donc notre liste qui a été constituée, donc qui n'est rien d'autre de différent que ce qu'on a appelé vecteur. Comme vous avez le temps à prendre par la 6e session de notre formation en économétrie et technique quantitative, donc il y aura lieu concomitamment en ligne et en présentiel du 6 au 14 mai 2023, donc qui aura au menu 3 principaux modules de la conception des questionnaires des masques de saisie en utilisant CS Pro avec synchronisation avec Dropbox pour les saisies sur les dispositifs Android. Donc on va également faire de l'analyse descriptive et inferentielle, et puis les tests hypothèses et puis les régressions, et nous allons terminer par l'économétrie avancée avec le modèle le plus avancé en économétrie sur les séries temporelles, modèles vectoriels, progressives, la correction d'erreurs, les modèles de panel. Et donc la formation va se dérouler donc en utilisant les logiciels tels que CS Pro, SPSS, Stata et Views. Donc vous pouvez avoir les contacts qui sont là, donc vous pouvez nous contacter soit par WhatsApp ou par email, ou alors par le lien que nous allons mettre en description pour pouvoir vous inscrire directement à la formation. Et donc on se retrouve donc du 6 au 14 mai, donc